Salut tout le monde, la NFL est revenue et elle est revenue avec de la force et avec beaucoup de résultats inattendus. C'est lui qui dit qu'il a réussi la plupart de ses paris, je ne lui crois pas du tout parce qu'il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de surprises, dont celle qu'on va analyser aujourd'hui. Alors ça aurait pu être le Rams Seahawks parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs à analyser, mais je trouve que c'est quand même assez curieux ce qui s'est passé à Cleveland entre les Bengals et les Browns. Donc on va plutôt analyser ce match-là pour la semaine 1, les Seahawks et surtout les Rams. Je pense qu'on va le faire la semaine prochaine parce qu'ils vont jouer contre San Francisco et ça va être vachement intéressant. Donc, on commence tout de suite, mais avant ça, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Vous n'avez rien compris, il n'a rien compris. Donc, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? Quand même des trucs assez chelous. On va commencer par les plus évidents, les conditions de météo. Alors, je sais que c'est pas, ça semble une excuse, mais les gars, vraiment, regardez cette passe. Donc on va pas rentrer vraiment dans le détail technique, etc. Juste, je vais vous montrer un jeu parce que ça m'a quand même paru symptomatique de ce qu'a été le match pour Joe Burrow. Regardez-moi ça. À quel point la balle était mouillée, à quel point c'était compliqué quand même de tenir le ballon et de pouvoir gripper le ballon. Regardez cette passe qui est censée aller sur le tight end. Hein. Le tight end il est ouvert. Bon après, je pense qu'il aurait jamais eu la première hélice, quoique en vrai, il aurait eu une chance. Il aurait pu avoir une chance, à condition quand même que la balle ait été correcte. Chose que bon, vous allez me dire, c'est limite un fumble, hein. C'est limite une passe latérale. Et si ça avait été le cas, ben ça veut dire en fait que Cincinnati aurait gagné la possession à l'endroit où la balle est sortie, à peu près par là. Donc de deuxième et court, deuxième et 7, ça aurait été troisième et 20. Un peu compliqué quand même. Alors il faut se rappeler qu'à son entrée en NFL, Joe Burrow s'est fait quand même beaucoup critiquer parce que il avait donc pour les standards NFL des petites mains. Alors certes, de toute façon tout ça a été, c'était il y a quand même 5 ans, il a déjà dans la ligue, mais c'est à ces moments-là et c'est pour ça que du coup ce type de blessures sont importantes parce que je pense que ça jouait quand même directement sur le match que Joe Burrow a eu, le fait d'avoir des petites mains, une balle mouillée parce que du coup tu as moins de grip sur la balle et même si ça semble un détail, dans ce match ça a payé directement, ça fait payer directement les Bengals. Est-ce que ça n'a pas été génial? Donc après il n'y avait pas que ça, hein. Il n'y avait pas que les conditions et puis vous allez me dire et vous aurez raison, hein. Les conditions météo ça joue dans les deux camps et ça a été les cas, mais il y a un coaching staff qui a mieux su s'adapter et j'ai été surpris que c'était celui des Browns. Donc on va voir comment. Donc on va commencer d'abord avec l'attaque des Bengals parce que bon, c'est pas ça, mais ils n'ont pas été bons dans n'importe quel point de vue. Donc il n'y a pas que les conditions de météo aussi qui jouent, il y a aussi le côté de la protection. Alors le problème c'est que du coup Myles Garrett et Zadarius Smith ils ont passé tout l'après-midi dans la gueule de Joe Burrow, comme dans ce jeu-là, qui est le premier jeu du match. Vraiment, je ne suis pas allé loin, hein. J'ai vraiment pris le premier jeu du match après le kick-off. Alors ici, du coup, ce qu'on va voir, tout d'abord, on commence par analyser le personnel. Donc bon, c'est pas vraiment une analyse, c'est juste un constat. Personnel 11 du côté de l'attaque, avec un porteur, un tight end. Après, formation 2x2, 2 receveurs de ce côté, 2 de ce côté-là. Les tight end quand même un peu particulier parce que du coup, il est dans la box. Il n'est pas vraiment d'habitude, enfin, il élargit pas la ligne des scrimmage. Et on va voir pourquoi en fait la ligne offensive, on va voir pourquoi parce que on va lui demander quand même un bloc assez particulier, mais pas tout de suite. Donc d'abord en face du coup front 40 avec 4 linemen défensifs, il y a 2 linebackers et puis il se trouve du coup qu'il y a un nickelback en face du troisième receveur. Alors du coup personnel nickel et après c'est un shell coverage, je dirais même, enfin c'est probablement du cover 2, peut-être du cover 4. C'est ce que j'aurais dit au début, mais en fait il se trouve que c'est cover 3 avec un Robert qui va venir ici descendre. Donc en vrai c'est un peu caché, mais ils ont montré cover 2 au début et Cleveland l'a fait assez souvent pendant le match pour essayer de confondre Joe Burrow. Il montre quelque chose et puis en fait quand le jeu commence, une fois que Joe Burrow il a fait sa première lecture, et il se trouve que c'est pas tout à fait ce qu'il attend. Donc là ici on va avoir une protection assez particulière parce que on va avoir un jeu de type run pass option. Donc ça veut dire qu'en fait Joe Burrow, en fonction de ce qu'il a en face, de ce qu'il voit la lecture sur ce mec là, mais il va pouvoir décider s'il laisse la balle ou pas. Ça veut dire qu'en fait
il faut, s'il décide de garder la balle et faire une passe, il faut qu'il se débarrasse quand même assez vite de la balle. Pourquoi? Parce que les linemen, ils vont partir en bloc, notamment ce tackle-là qui va partir directement sur le linebacker. Le problème, c'est que si la balle, elle part, alors que lui, il est au-delà une yard au-delà de la ligne des scrimmages des débuts, en fait, c'est une pénalité. Ça s'appelle homme inéligible au-delà de la zone neutre. Alors, c'est pas le cas ici, mais on va demander du coup au tight end de venir faire un bloc des trappes sur Za'Darius Smith. Alors, le problème, il est pas là. C'est censé, franchement, c'est pas con. Hein. Du coup, il fait sa lecture, il voit s'il laisse la balle à Joe Mixon ou pas. Il décide de la garder. Le problème, c'est que ce tackle-là, il va partir directement sur le linebacker. Et ce receiver, il va partir directement sur le nickelback. Et personne va toucher Za'Darius Smith. C'est quand même des joueurs NFL, les gars. Vous le laissez rentrer quand même directement sur Joe Burrow. Et il va directement, il fait zéro lecture. Le mec, il y va directement sur pass rush. Au moins, contactez-le. Laissez le temps quand même le tight end de venir faire les blocs. On va voir quand même que du coup, c'est pas le cas. Le jeu commence. Joe Burrow qui se trouve avec Za'Darius Smith alors que... Regardez, là. Il essaye, hein. Enfin, il hésite. Hein. Il hésite à aller le contacter ou pas. Hein. Mais du coup, vous voyez, en fait, le problème, c'est que le tight end, il est en retard. Il est vachement en retard. Et au moment où il va essayer d'arriver ici, en fait, Za'Darius Smith, il est déjà bien, comme si bien installé dans la poche de protection de Joe Burrow. Ce qui est quand même pas extraordinaire. Donc, en fait, il va pas permettre le jeu de se développer. Le 81 qu'on peut voir ici, il loupe complètement son bloc. Et au moment où T. Higgins est en train de faire son cote vers l'extérieur, en fait, Joe Burrow, il peut pas lancer la balle. En plus, s'il la grippe pas correctement parce qu'il a des petites mains, vous voyez, désolé, mais juste, en fait, il s'est débarrassé de la balle. Quoi. Heureusement qu'il y avait un peu T. Higgins dans la zone, sinon ça aurait été un rejet de balle intentionnel. Donc ça a été à peu près tout le long du match. Personne qui arrivait à bloquer ni Za'Darius Smith ni Myles Garrett. Alors, les Browns, ils ont été aussi intelligents, on va voir plus tard pourquoi. Mais ici, du coup, c'est un autre jeu aussi. Où il n'y avait pas non plus, c'est pas justement la protection, c'est pas que les conditions de météo, c'est aussi que les Bengals, ils ont quand même été sacrément têtus. Ils ont jamais changé de style de jeu, ils ont jamais essayé quoi que ce soit des différents. Donc c'est ce que je vous disais, les Browns, ils ont quand même essayé de cacher tout le long du match quelque chose. Pourquoi? Alors, même personnel en défense, nickel, avec 4 linemen et 2 linebackers, même personnel en attaque, donc en gros, il y a une tendance quand même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait personnel 11, Cleveland essayait, au moins au début du match, de défendre de la même façon. Le problème, c'est que du coup, qu'est-ce qui est le point fort des receveurs des Bengals? C'est la vitesse. Mais quand le terrain est mouillé, la vitesse, en fait, on s'en fout. Tu permets quand même, ça aide beaucoup les corners, parce que même s'ils courent vers l'arrière, du coup, ils arrivent quand même à être physique et puis rester plus ou moins à la même allure que Ja'Marr Chase et T. Higgins. Donc là, ici, c'est le cas. Ja'Marr Chase, il va avoir une go route. Et ce qui n'est pas en plus, pour la couverture que les Browns ils ont envoyée, c'est pas forcément la pire idée. Parce que, comme je vous dis, on dirait en fait que c'est une sorte de cover 2. Pourquoi cover 2? Parce que du coup, il y a 2 safety qui, techniquement, se répartiraient le fond du terrain. Sauf que c'est pas cover 2 du tout. En fait, ce qu'on va voir, c'est que ce safety, il va descendre ici, dans cette zone-là. Et à part que le linebacker, il va vers l'extérieur. Et puis, le corner, il est en 1 contre 1 contre Ja'Marr Chase. Donc en fait, c'est plutôt cover 1 Robert. C'est-à-dire que ce safety-là, il a toute la zone profonde, donc c'est pour ça que ça s'appelle cover 1. Hein. C'est quand même assez malin la façon de compter au foot américain et comment on appelle les couvertures. Et ça s'appelle Robert parce que du coup, ce mec-là, Robert des voleurs, hein, pas de mon pote Robert, voilà, c'est vraiment Robert des voleurs parce que justement, il va venir dans cette zone-là, qui est souvent les QB, et c'est pour ça que ça s'appelle Robert Cover, c'est que les QB, souvent, ils n'arrivent pas à faire la lecture à temps, et du coup, il y a beaucoup d'interceptions qui se passent sur ce type de couverture. Notamment, par exemple, si vous vous souvenez du Super Bowl 51, le pick 6 qu'on fait à Tom Brady, c'est sur une couverture exactement pareille que celle-là. Donc, on va voir, donc je vais vous demander de vous concentrer du coup sur les bas de l'écran avec Ja'Marr Chase, et vous allez me dire, ça, c'est pas le Ja'Marr Chase d'habitude. Ça, c'est vraiment Ja'Marr Chase qui a pas vraiment de traction sur les pieds parce que le terrain est mouillé, donc il arrive vraiment pas à accélérer comme il faut. Alors la lecture n'est pas mauvaise, mais le problème c'est que du coup, comme le corner il arrive à rester à ce niveau, en fait il peut être physique avec lui. Et de ce fait, en fait vous voyez vraiment, alors qu'il avait commencé à peu près dans cette zone là, hein, mais vous voyez il est obligé de vraiment venir à l'extérieur pour essayer quand même d'avoir un peu des places pour courir. Mais le problème c'est que du coup il s'élimine tout seul du jeu parce que vous voyez la distance avec la touche elle est quand même assez réduite et du coup ça complexifie énormément
le fait de pouvoir lancer là-dessus. Alors Joe Burrow ici, il tente ce qu'on appelle un back shoulder, un lancer back shoulder, c'est-à-dire vers l'épaule qui est le plus proche du coup du QB dans ce cas-là. Mais celui qui le lit le mieux, c'est le corner. Ça a failli être intercepté. Heureusement pour lui que c'était à l'extérieur du terrain. Alors ça a été tout le match. Et les Bengals n'ont jamais changé. Alors aussi les Browns, ils ont été malins. Donc la situation évidente des passes, ils ont quand même été assez créatifs. Donc ici, en front 50, c'est le même... alors si je ne me trompe pas, c'est le même personnel pour les Bengals. Là ici on ne voit pas parce qu'il n'y a pas le tight end, mais au moins on a un porteur. Donc c'est soit 10, parce que je ne sais pas si y a un tight end, je ne me souviens plus dans ce jeu-là, mais probablement c'est 11, parce que je vous dis, c'est le personnel le plus utilisé des joueurs de la NFL. Donc là clairement, les Browns ils disent, vas-y, troisième, on va envoyer un blitz, et pas seulement on va envoyer un blitz, mais en plus Myles Garrett, on va le mettre en 1 contre 1 avec ton centre. Alors Myles Garrett, il sait déjà d'entrée qu'il a gagné déjà la bataille. Vous me direz, hein, le mec il est en train de danser, il est en train de faire des, il est en train de faire des crossovers alors que le jeu il a pas commencé, il sait déjà qu'il a l'avantage. Et tout à fait, le centre il le voit même pas passer, hein, un petit pas vers l'extérieur, puis il revient, le centre il a déjà tourné ses hanches, il arrive jamais à mettre les mains dessus. Joe Burrow, un cauchemar tout le long du match et le pass rush qui paye au Cleveland. Alors, la meilleure série du match, parce que ça il faut le dire, ils ont quand même marqué 3 points. La meilleure série du match est arrivée quand les Bengals se sont dit, tu sais quoi, les passes ça marche pas, on va essayer quelque chose d'autre. Donc, ils ont essayé quelque chose d'autre. Zach Taylor a eu Dieu qui est descendu, qui l'a dit, mais t'es tombé ou quoi? Essaye quelque chose de différent. Donc, là, par exemple, vous savez déjà le nombre le type de personnel ici, c'est personnel 12, parce qu'il y a un porter et il y a 2 tight ends. Je fais comme Dora l'exploratrice un peu là. Un porter, 2 tight ends, donc personnel 12. Alors ça veut dire quand même, c'est, disons entre guillemets, le personnel lourd des Bengals. C'est triste, hein. C'est très triste, mais bon, c'est le mieux qu'ils avaient. Et l'avantage du coup, ici, ils vont courir de ce qu'on appelle le côté fort de la formation. Le côté fort, vous doutez bien, c'est quand même les côtés où il y a les 2 tight ends. C'est pour ça qu'on l'appelle le côté fort. Et en plus, une autre particularité, c'est que c'est le côté court du terrain. C'est-à-dire que là, ici, les lignes que vous voyez ici, ça s'appelle H-mark. Du coup, la balle elle est placée sur le H-mark de gauche. C'est-à-dire que le côté court de la formation, il y a plus de terrain, il y a moins de terrain de ces côtés-là que de l'autre côté du ballon. Alors, on va jouer du coup de ce côté-là. Ce qui, quand même, d'une quelque sorte, ça devrait aider la défense. Mais, vu l'alignement, en fait, ça aide l'attaque. On va voir pourquoi. Donc, on a quand même un front 40, on a 4 linemen, 2 linebackers, et puis ça c'est important parce que du coup le 3e linebacker, c'est pas un 3e linebacker, même s'il y a un personnel 12, ça veut dire que Cleveland a décidé quand même de défendre avec un personnel nickel, même s'il y a 2 tight ends dedans. Donc, ça c'est avantage pour les bloqueurs si jamais il y a une course. Donc ici, on va très facilement dériver sur lui, puis c'est tight end qui va venir aider sur les pardon, et le tight end qui va venir directement monter sur le linebacker, sur le safety ici. Au moment où le safety il va descendre, il va dériver sur le safety. Ce linebacker là en plus il se trompe complètement des gaps. Bon, c'est sa responsabilité ces gaps là, mais du coup il facilite énormément la tâche aux gardes. Orlando Brown qui fait quand même un bon bloc. Bon, il a passé un match de misère, hein, mais il a quand même fait un bon bloc dans ce jeu là. Et du coup les gaps il va se créer ici. Alors, un autre jour, on verra comment est-ce qu'on appelle les gaps, parce qu'il y a 2 façons de faire, il y a 2 nomenclatures. Il y a une nomenclature qui est propre à la défense, il y a une nomenclature qui est propre à l'attaque. Ça, c'est un peu chelou. Aujourd'hui, on verra pas ça parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc ici, Joe Mixon qui fait quand même une bonne course, parce qu'en plus, bon là, du coup, il prend bien le gap. Le tight end qui a failli louper le bloc, mais il met quand même le main suffisamment pour empêcher le safety de passer. Le corner qui ferme quand même son extérieur, mais le gap il est pas là et Joe Mixon il le prend. Après, en contre un contre le safety, il faut le dire, beau contact, il garde son balance et il est content. À ce point les gars, c'était tellement la merde l'attaque des Bengals que vous voyez la célébration du 84, c'est quand même triste de célébrer un first down comme ça, surtout à NFL. Mais je veux que vous regardiez un truc, regardez Orlando Brown qui est là, le 75. Il comprend mieux que ça Taylor. Il dit, on répète, on continue de courir jusqu'à ce qu'il fatigue. Et c'est vrai, jeu d'après, course, à nouveau. Et c'est très important ici parce que du coup, les Bengals, les Bengals, du coup, maintenant, ils reviennent sur le personnel 11. Et les Browns, ils gardent le même personnel, personnel nickel en défense, tout à fait attendu. Alors,
Le truc, c'est que du coup, là, ça a bien marché. Ce jeu-là, il va bien marcher pour une et unique raison. C'est que c'est la couverture home à home. Comment est-ce que je sais que c'est couverture home à home? Ben, on va avoir Boyd qui va changer des côtés, le 0 qui va le suivre, donc le Nickelback qui va le suivre complètement de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que ça libère cette zone-là? Toute cette zone-là. Alors, les Bengals, ils vont profiter. Pourquoi? Parce que du coup, ils vont courir de ce côté-là où ils ont un avantage pas numérique, parce qu'ils sont 3 contre 3 en soi, mais ils ont quand même l'avantage de poids. Pourquoi? Parce que du coup, ils ont 2 linemen de ce côté-là. Puis, bon, il y a quand même Myles Garrett, mais Myles Garrett, on va éliminer la formation parce qu'en plus, le mec, il va faire un pass rush. Et ça va permettre quand même de dériver au deuxième lineman sur le linebacker. Donc, je vous dis, il s'élimine complètement la formation. Au lieu de tenir l'extérieur, ben, il va directement sur Joe Burrow. Parce que, bon, en vrai, il y avait moyen que ça soit une passe parce que les Bengals, ils ont fait que ça tout le long du match. Ils n'ont jamais compris qu'il fallait courir la balle. Sauf dans cette série, mais après, ils ont complètement abandonné, même dans la série même. Donc, on va voir plus tard. Donc, deuxième lineman qui dérive sur le linebacker. Ça ouvre les Champs-Élysées pour Joe Mixon. Et en vrai, un contre un porteur, un contre un DB, je prends ce putain de match-up tous les jours de la semaine et un dimanche 2 fois. Regardez, hop, le safety, merci. Ça a été le jeu le plus productif des Bengals de toute la soirée. Alors, il se trouve aussi qu'après, du coup, dans la même série, même si il n'y a pas tous les jeux qui vont marcher, d'accord, hein, mais par exemple ici, on revient sur le personnel 11, les Browns qui comprennent toujours pas, donc il reste toujours le personnel nickel, mais quand même, du coup, le safety, il est en permanence maintenant dans la batte. C'est-à-dire qu'au moins, il respecte la course dans ce sens-là. Donc, pendant que la course est efficace, ben, les Browns sont obligés de respecter la course. Alors, ils vont essayer de courir de ces côtés-là. Ils se trouvent, du coup, ils sont quand même en supériorité. Hein, c'est très bien joué de la part des Bengals. En vrai, là, le gap, il était là. Le problème, c'est que du coup, le porteur, il va tomber. En plus, il ramène T. Higgins pour aider à bloquer. Tout le monde va bien développer ses blocs. Alors, ils vont faire passer le DN à l'intérieur du tight end. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire une sorte de stunt vers l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que sa responsabilité, c'est ici. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est la responsabilité d'un de ces deux mecs-là. Alors, moi, je suis pas un génie, mais laisser la responsabilité de l'extérieur du jeu à un DB, c'est l'une des pires trucs que tu peux faire. C'est l'un des pires trucs que tu peux faire en tant que coordinateur défensif. Ça a été le cas ici. Et franchement, les gars, s'il tombe pas, je sais pas s'il y avait touchdown, hein, mais au moins il y avait un gros gain. Le problème, c'est qu'il glisse. Hein, mais vous voyez, tout le monde, en fait, il y a d'un bloc ici. D'un bloc, on appelle quand tu bloques à l'intérieur, le mec qui est le plus à l'intérieur de toi. Ici, en d'un bloc, il y a un superbe bloc des T. Higgins aussi. Tout le monde est éliminé de ces côtés-là parce que je vous dis, comme on avait dit tout à l'heure, le DN, il va faire un stunt à l'intérieur. Donc, il s'élimine tout seul du jeu. Hein. On va le voir, le 5-1-4, il s'élimine complètement tout seul du jeu. Et en fait, à l'extérieur, ben, en un contre un, t'avais un DB contre mon porteur. Alors, moi, les gars, ça, c'est un match-up. Je vous dis, je vais prendre tous les jours de la semaine et 2 fois le dimanche. Le problème, c'est que le porteur, il tombe. Je répète, je ne sais pas s'il y avait touchdown, mais il ne serait pas tombé. Je pense qu'il y aurait eu un gros gain. Parce que les DB, en général, ils ne sont pas des très bons plaqueurs. Donc, la course a marché hein, pour les Bengals, mais pour des raisons qui m'échappent complètement à l'entendement, ils ont abandonné. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas joli, c'est pas nous. Et puis, ils ont fait que lancer des balles, alors que les receveurs, ils n'arrivaient pas à faire leur cut, alors qu'ils n'arrivaient pas à avoir de l'attraction sous les pieds, alors que Joe Burrow, il avait les mains mouillées. À un moment, il a mis même un gant, mais bon, ça n'a pas vraiment aidé. J'avais l'impression, en vrai, quand il lançait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il jetait un peu vers les hauts pour éviter justement de perdre la grippe sur le ballon, au lieu de faire sa mécanique normale. Ce qui est pour un QB professionnel, c'est quand même assez compliqué de le faire sur la marche. Alors, les conditions météo, comme je disais, ça joue dans tous les sens, dans les deux sens, même pour les arbitres aussi, donc carrément tous les sens. Et pour les Browns aussi, mais les Browns, ils ont compris. C'est ça la différence, en fait. Les Browns, ils ont compris, ils sont adaptés, et c'est pour ça qu'ils ont gagné, et ils méritent largement d'avoir gagné, parce que ils n'ont pas été têtus, ils se sont dit, écoute, notre QB, ok, c'est aussi notre type de jeu, c'est quand même beaucoup des passes, mais centré quand même sur un jeu de terrestre, qui a été vachement efficace. Donc ici, c'est 3e et long. On va avoir le personnel, du coup, comme je vous dis, à la mode, personnel 11. Un porteur, un tight end, 3 receveurs, un 3x1.
c'est pas vraiment une trips parce que, bah si, c'est en vrai c'est une trips à gauche. Du côté long de la formation, donc quand c'est un jeu des passes, on essaie quand même de faire ça pour élargir les terrains, pour rendre plus difficile la couverture d'un point de vue défensif. Alors il se trouve ici que les Bengals, ils ont un fond 42, donc personnel aussi nickel. Alors après il y a une motion, merci, identifié, c'est couverture homme à homme parce que le numéro 23 il a suivi le tight end. Comme vous pouvez le voir, il s'est placé en face de lui, voilà, après il y a ajustement, tout le monde sur les gaps, etc. Alors comme vous allez voir, il y a 0 séparation, les gars. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que ce bloc-là, on l'appelle WAM. Le bloc du tight end. Alors, le tight end, du coup, il ne va pas sortir en couverture. On va voir ce qu'on appelle une protection max. Pourquoi? Parce que le porteur va rester pour bloquer. Et le tight end, pas seulement il va rester pour bloquer, il va faire ce fameux bloc WAM sur les nose tackle. Sur les defensive tackle, pardon. Ça, c'est un bloc que les tight end adorent. Parce que le defensive tackle, le tackle défensif, il ne te voit pas arriver. Et il va venir bloquer à l'intérieur de la ligne. Alors, il se trouve qu'en vrai, il va bloquer personne. Hein. Le tight end, il fait un horrible bloc. Sur ici, c'est pas sur les tackles défensifs, pardon, c'était sur les linebackers qui blitzaient. Là, les Bengals, ils envoient du blitz. Donc, en vrai, c'est pas vrai, c'est la couverture homme à homme que je pense aurait pu se transformer en couverture 0 si je pense qu'à la base, c'était couverture 0 si lui était sorti. Alors, je suis pas sûr de ça. Je pense en vrai qu'est-ce qui s'est passé, c'est que comme il restait protégé, le linebacker il a décidé d'aller. En gros, ça c'est quelque chose que le linebacker on les apprend à faire en NFL. Quand le mec que tu dois couvrir, ben, il reste bloqué, et tu as lumière verte pour y aller. Typiquement, je pense que c'était le numéro 55 qui avait ces responsabilités-là. Alors, regardez les receveurs des Cleveland. Couverture à homme à homme, hein. Mais le problème c'est que comme le terrain est mouillé, on voit Amari Cooper ici en bas, qui est quand même le meilleur receveur de Cleveland. On voit qu'il a un gros route aussi. Le problème, c'est que du coup, il a pas le grip sur les pieds. Donc, il commence pas des bonnes façons. Il n'a pas un bon release sur la ligne. Et du coup, Deshaun Watson, il est jamais libre, quoi. En plus, bon, le corner, il joue quand même un peu l'expérience. Hein, il les tire un peu, on va pas le dire. Mais regardez les receveurs, il y a 0 séparation, les gars. Donc, Deshaun Watson, il est seul contre tout seul. En plus, bon, les blocs, ils ont été carrément lamentables. Les 2 linebackers qui se trouvent derrière lui. Merci quoi, donc un jeu ruiné, mais Cleveland s'est adapté. Cleveland s'est dit écoute, les passes c'est pas là, donc on va faire autre chose, on va envoyer le lourd, on va envoyer du lourd, on va mettre le personnel 13 à l'ancienne, on va jouer du vrai football de Cleveland. Et quand Bill Belichick était le coach de Cleveland, même quand il y avait Bernie Kosar, même quand c'était Paul Brown le coach de Cleveland, vraiment du vieux football. Et c'est efficace. Ça a été efficace, surtout qu'en face, les Bengals, ils n'étaient pas prêts du tout. Je pense que personne n'était prêt. Donc, personnel 13, un porteur, et pas un, pas 2, mais 3 tight ends, les gars. 3. Ça, c'est vraiment du vieux football, bien têtu. Tu sais quoi, je t'ai dit que je vais courir, et tu vas pas pouvoir m'arrêter. Et j'ai osé te le dire en face de toi. Alors, du coup, là, ici, ça va être une course de côté extérieur, et ça va être une magnifique course, où tout le monde va faire ce qu'on appelle un reach block. Alors, comme je disais tout à l'heure, un down block, c'est par exemple ici le 75, un down block pour lui, ça serait débloquer le mec qui est le plus à l'intérieur de lui par rapport au côté où on va courir. Donc, ils vont courir de ces côtés-là, donc l'intérieur du jeu, il est là. Donc ça serait un down block. C'est plutôt facile, surtout vu l'alignement. Parce que c'est jamais facile en NFL. Hein. Par contre, c'est pas le. Ouais, j'ai dit le 75, j'ai pas dit les centres. Alors, un reach block, il est quand même beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu dois aller chercher. Faire ce type de blocs aussi, essayer de bloquer des façons à que le joueur de défense n'arrive pas à sortir à l'extérieur du jeu, mais il n'est pas forcément donné vu l'alignement. Donc par exemple ici, un reach block du 71 sur le 55, vu qu'il y a une face en face en fait, et il va le faire de façon magnifique. Je veux que vous suivez le 71. Il va venir bloquer de façon à l'empêcher de sortir vers l'extérieur du jeu, à bloquer l'extérieur du jeu, alors que c'est pas un bloc facile parce qu'en plus il doit venir le chercher dès loin. Alors, on va voir la technique, elle est extraordinaire, vraiment, je vous conseille de le voir parce que pour moi, ça a été un des meilleurs blocs de tout le match. Et 77, il va faire une trappe, des loin quand même, hein. Et vous allez voir, de toute façon, il va mettre de la misère en DDB, je sais plus si c'est les 33 ou le 29, on va le voir ensemble. Donc, le jeu, il se passe de ce côté-là, côté gauche. Donc ici, il y a un changement d'alignement, merci, ils vont pas courir de ce côté-là. Donc, on voit ici, down block. 55, down block, 75, down block, 71, reach block. Le 85, il fait un reach block en quelque sorte. Et puis le 84 et le 88, il se régale parce qu'ils ont des DB en face. Et les 77, il va se régaler aussi, vous allez le voir.
il y a un petit DB qui va disparaître dès la phase délétère. Alors le 71, comme je disais, un super reach block parce qu'en plus le linebacker il fait une bonne lecture, hein, il va vraiment vers l'extérieur parce qu'il voit tout de suite comment ils sont en train de faire une sorte de mur ici pour permettre au porteur de courir le ballon. Les 60, du coup le linebacker il fait une très bonne lecture, les 71 il fait preuve d'athlétisme parce qu'il va faire un bloc incroyable. Donc il fait contact d'abord avec le mec et puis à force juste avec de la pure force, mais il va réussir quand même à mettre à l'extérieur de lui alors qu'il n'est pas forcément aussi rapide que le linebacker, hein, mais il le contacte d'abord. Et puis, en fait, avec ce contact, il va le ralentir suffisamment pour pouvoir venir donner l'extérieur, son dos au porteur. Alors, on va voir, ce DB, il est déjà mort. Il ne sait pas encore. Hein. Et les 77, par contre, il essaie. Lui, il va se régaler. Mais alors là, et le 34, du coup, il va faire une bonne course. Alors qu'en vrai, il n'a rien fait. Hein. Il n'a rien fait. C'est sa ligne offensive, ses tight ends qui ont ouvert le jeu. Et surtout, le schéma des blocs que les Browns ont su mettre en place pour s'adapter aux conditions de météo. Alors, il n'y a pas que du coup, parce que du coup, là, c'était une course du côté fort. Les Browns, ils ont compris que même comme ça, du coup, là, par exemple, on voit les Bengals, ils sont adaptés. Ils ont mis, au lieu d'un autre DB, ils ont mis carrément en fond 50. On a 5 linemen, ils sont adaptés. Ben, tu sais quoi, les Browns, ils ont dit, ben, écoute, on va courir du côté. Tu essaies de bloquer ça avec un lineman du côté fort. Et écoute, il n'y a pas de souci. On va faire le côté faible. Et ça va marcher aussi, hein, parce que du coup, ils sont quand même pas forcément en supériorité numérique, comme tout à l'heure les Bengals, hein, ils sont pas en supériorité numérique, mais ils sont 3 contre 3. Donc c'est, écoute, je vais te bloquer, je vais courir, je vais essayer de te bloquer, à toi de voir si tu arrives à empêcher ma course. Donc le centre directement sur le 57, le 75 directement sur le mec qui est en face, et le 71, mais de toute façon, sur Trent Rickson, qui est pareil, il va faire... Alors, de mémoire, est-ce qu'il fait du pass rush? Je ne sais pas s'il... En plus, là, vous voyez, vu qu'il y a un changement d'alignement, le mec, il va venir se mettre au lieu... On verra un autre jour les techniques, mais là, du coup, il est en technique 1. Pourquoi? Parce qu'il est sur l'épaule intérieure du centre. Alors, du coup, ça s'appelle technique 1. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'appelle technique 1. Et du coup, assez facile, parce que le 75, du coup, ils vont faire double team avec le centre. Et puis, il y a un des deux qui va dériver sur le linebacker, le 71 qui peut gérer Hendrickson tout seul. Et puis, un petit gain pour Nick Chubb, qui est quand même un bon porteur, mais bon, là, sa ligne offensive a été magnifique. C'est sa ligne offensive qui fait le job, lui, il a juste à courir le ballon. Vraiment incroyable. Et en fait, le truc, c'est qu'avec cette formation, ça t'ouvre des possibilités. Et les Browns sont très facilement compris. Donc là, il y a le même personnel, voire encore plus pire personnel, parce que du coup, c'est même pas du 13, les gars. Alors, techniquement, c'est du 23. C'est-à-dire que techniquement, il y a vu qu'il y a un fullback, vu la position, mais c'est pas, vous allez voir le petit fullback quand même. C'est du personnel 23 dans le sens où il y a 2 porteurs et 3 tight ends, mais bon, déjà, vous voyez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a là celui dont je suis en train de mettre le pauvre petit, je suis en train de le mettre le crayon papier dans le fion. Ben, c'est pas un tight end, c'est un lineman offensif. Du coup, c'est du 23 jumbo, on va dire, en quelque sorte. C'est quand même, je vous dis, c'est du football à l'ancienne, les gars. Regardez-moi ce petit fullback. Ça, c'est pas un fullback, les gars. C'est un lineman. Donc, forcément, les Bengals se disent, bah, après, qu'est-ce qu'on va mettre de la goal line, les gars. On va envoyer tout le monde, on va envoyer tous les gros. Là, vous voyez un front de 60 avec 2 DN aussi qui sont là pour 2 linebackers qui sont là pour fermer l'extérieur. Il n'y a pas de safety, c'est un autre linebacker. Là, vraiment, il y a 5 linebackers dans le jeu, 6 linemen, c'est vraiment du goal line, c'est du football à l'ancienne. Sauf que, du coup, ça offre des possibilités. Tout le monde atteint la course. Les Browns, je pense que même il y a des joueurs des Browns qui atteignent la course. Ben non. En fait, c'est une play action. Play action parce que du coup, c'est une fin des courses. Le 88 qui va se libérer. Et les 51, ben, en fait, il va pas se libérer. Il va faire un superbe feinte de bloc. Donc, il va quand même tenir le bloc pendant un moment. Et puis, après, il va faire son move pour se libérer. Il va sortir tout seul. Et vous allez voir, ça a été, du coup, premier touchdown de la saison pour Deshaun Watson. Tout le monde, vous pouvez voir, hein. Il y a quand même le 59 qui réagit, mais assez tard, parce qu'il est obligé de réagir vers l'avant, hein, surtout que tout le monde va à la course et que tout le monde atteint la course, mais il est obligé de réagir pour fermer son gap. Mais bon, en vrai, le 66, il aurait pu aussi attraper le ballon, mais il se trouve que le 88 est complètement libéré. Et Deshaun Watson qui est content, les Browns qui sont contents, les Bengals qui ont été complètement, mais complètement, les gars, lamentables. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. Sinon, promis, hein, je voulais faire, en plus, il y avait des formations assez sympas des côtés Seahawks en première mi-temps. C'était un match vachement intéressant.
Je pense qu'en vrai, c'était la plus grosse surprise de la semaine, même si le match Bengals-Browns, c'était quand même une belle surprise. On verra ce qu'on fait pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter si vraiment vous voulez un match en particulier, si vous voulez des notions en particulier, on peut le voir aussi, moi je peux chercher. N'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne, le Foot USD A à Z. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, de ce côté-là, hop, que vous avez en bas. À bientôt du coup sur nos émissions. Samedi, NFL Event Saturday. Dimanche, il y a Hit the Road Jag avec un super match entre Kansas City et les Jaguars. Et puis les Huddle, comme d'habitude, à 10h30. Donc, on se voit à bientôt. Et surtout, continuez de profiter de la NFL.